Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, une grève qui peut cacher des trains. Après 2 jours d'interruption totale, le trafic a repris entre Dijon et la Franche-Comté. Des personnels ont été mobilisés alors même que la grève se poursuivait. 20 ans et déjà l'étoffe d'un champion. Le Bisontin Romain Grégoire a remporté aujourd'hui les 4 jours de Dunkerque, sa première compétition chez les pros. Pascal Orlandi, qui l'a entraîné dès son plus jeune âge, sera avec nous pour décrypter celui qui pourrait s'imposer comme l'une des nouvelles pépites du cyclisme. Et puis décidément, la Franche-Comté a envoyé du rêve ce week-end. Villars-sous-Écault organisait une manche du championnat de monde de motocross. Toutes les stars de la discipline étaient réunies devant plusieurs milliers de spectateurs. Attention à la fermeture des portes, votre train va partir. On n'avait plus entendu cela depuis 2 jours, après 2 jours d'interruption du trafic entre Dijon et la Franche-Comté pour cause de grève des aiguilleurs. Les trains ont donc recommencé à circuler depuis midi. La SNCF a réquisitionné des personnels. Reportage Norbert Evangelista et Damien Le Fauconnier. Les adieux sur le quai de la gare sont parfois heureux, car ce TER, sur le point de partir, est le premier à circuler depuis vendredi. Magli peut souffler, elle arrivera à temps à Paris, mais n'échappe pas pour autant à la galère. On est arrivé à la gare à 7h30 pour prendre le train de 8h moins 7. Et on a appris qu'il était supprimé et qu'il n'y en avait pas d'autres avant midi et demi. En sachant que même en arrivant à midi et demi à Dijon, on aura encore 2 heures d'attente pour arriver à Paris. Ce qui fait qu'au lieu d'arriver à midi à Paris, on va arriver à 6h ce soir. Claudine aussi est une rescapée. Un simple laissez-passer rédigé sur un coin de page et tamponné, c'est votre laissez-passer quoi, l'autorise à rentrer chez elle, au prix d'un sacré périple. J'ai qu'une solution, c'est que je vais donc du coup passer par Dijon, changer à Lyon, changer à Saint-Étienne, pour dans le meilleur des cas arriver à 19h30 et dans le moins bon des cas à 23h. La condition était pour cette Ligérienne d'embarquer dans un TER dont la circulation est rétablie depuis midi, comme tous ceux programmés ce dimanche de grand retour, et ce malgré la grève des aiguilleurs du poste de Dijon, remplacé manu militari par du personnel de secours, encadrant, suppléant pour certains revenus de congé en urgence. Pour assurer un service minimum, le voyagiste a déployé les grands moyens. Certains trains ont été doublés, d'autres rajoutés, car le mot d'ordre pour la SNCF ce dimanche noir, pas un voyageur sans solution de retour. Et de son côté, la Fédération de Bourgogne-Franche-Comté et des usagers a fait part de sa colère. Elle dénonce le manque d'anticipation ce week-end de l'Ascension et a réclamé surtout une meilleure information des usagers. Il a seulement 20 ans, c'était sa première course professionnelle et il la gagne. Le Bisontin Romain Grégoire a remporté aujourd'hui les 4 jours de Dunkerque. Il va falloir compter sur lui à l'avenir car cette performance augure de très bonnes choses pour la suite. On rembobine avec Isabelle Mounier. À 20 ans, Romain Grégoire signe sa première victoire dans une grande course à étapes chez les pros. Il devient le plus jeune vainqueur des 4 jours de Dunkerque. Le Bisontin avait pris hier la tête du général après son coup de force dans la 5e étape qui lui avait permis d'endosser le maillot rose de leader. Avec ses 13 secondes d'avance au général, il s'est accroché jusqu'au bout cet après-midi dans les rues de Dunkerque en suivant le sprint massif au finish. Un sprint remporté par le Belge Tim Merlier. Celui que l'on surnomme depuis quelque temps la pépite de Groupama FDJ a remporté l'an passé Liège-Bastogne-Liège Espoir et terminé 13e du Tour de l'Avenir. Un palmarès complété par 3 titres de champion de France et 1 titre de champion d'Europe dans la catégorie junior. Et la route à venir est belle. Prochain défi en août, Romain Grégoire devrait découvrir la Vuelta cet été. Et avec donc sur ce plateau, celui qui a quand même largement contribué à faire éclore ce talent, Pascal Orlandi, président de l'amicale cycliste bisontine. Quelle fierté pour vous, j'imagine, ce soir ? Je crois que c'est une grande fierté, oui, mais pour l'ensemble du club, ceux qui l'ont connu tout jeune, entraîné tout jeune, et puis accompagné dans cette progression étincelante, et puis qui lui permet d'être déjà aujourd'hui au centre des meilleurs. Et un succès qui ne vous surprend pas ? Non, pas surpris, parce qu'il y a une telle progression rapide chez Romain depuis la catégorie junior qu'aujourd'hui, bien entendu, c'est des victoires de prestige, mais elles nous surprennent à moitié.
À quel moment vous vous êtes dit, ça c'est de la graine de champion? Bah, écoutez, je crois que déjà quand on lutte avec les meilleurs dans la catégorie U19 et qu'on est champion d'Europe, deuxième des championnats du monde, c'est quand même des Ça, vrais c'était à quel signes. âge? C'était il y a combien Ça, de temps? c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et bon, on retrouve forcément ces garçons chez les meilleurs, mais aussi rapidement, non, aussi haut niveau, c'est quand même très rare. Alors, vous êtes un peu un dénicheur de pépites quand même, parce que vous avez non seulement repéré, formé Romain Grégoire, mais aussi Thibaut Pinot. Il y a un point commun entre les deux? Bah, il y a un point commun parce qu'ils sont déjà tous les deux francs-comtois, et puis c'est des garçons qu'on a eu, oui, vraiment. Il faut un brin de chance aussi hein, pour avoir de tels garçons, mais Dans la personnalité, dans cette ténacité, dans cette détermination. oui, oui, c'est des garçons attachés à leur terroir, des garçons très humbles, très sages et qui ont toujours envie d'apprendre. Donc on retrouve un petit peu chez Romain ce qu'on a connu chez Thibaut, et je pense que l'un à côté de l'autre vont apprendre vraiment, et Romain va se cultiver de Thibaut. Et vous nous disiez tout à l'heure, ces victoires-là, ça fédère. C'est quelque chose qui mobilise aussi, qui fait rêver tous les jeunes que vous formez en ce moment. Ben oui, parce qu'on s'en a aperçu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec des grandes victoires chez les catégories jeunes. On a un jeune cadet qui a remporté une manche de Coupe de France, et tous ces jeunes-là suivent forcément la progression de Romain, et Romain s'est fédéré autour de lui et donne envie. Et ben voilà, aujourd'hui, les résultats sont sans doute grâce à Romain, grâce à son exploit, nos jeunes ont brillé. Et vous pensez que vous avez encore d'autres talents là que vous êtes en train de voir émerger déjà? Bah oui, on voit déjà quelques jolis talents émerger. Alors, il faut attendre encore peut-être quelques années, mais bon, on a déjà la chance d'avoir eu de merveilleux coureurs. Des coureurs que vous suivez, vous continuez de suivre au quotidien. Vous étiez sur le Giro il y a encore quelques jours. Oui, Vous êtes encore à leur côté, que ce soit Thibaut Pinot oui, c'est ou un Romain vrai Grégoire. plaisir. C'est un vrai plaisir d'aller les voir quand ils sont sur de grandes épreuves. Alors, il y a 2 jours, c'était Thibaut, et puis Thibaut, c'était son dernier Giro. Romain a eu un maillot rose là. On espère, j'espère aller le voir très rapidement sur le Giro, enfiler un maillot rose et puis de l'amener surtout Vers d'autres jusqu'à victoires. la fin. Voilà. Merci beaucoup Pascal Orlandi Merci. d'être venu nous voir sur ce plateau. Et pendant ce temps, à Villars-sous-Échos, on n'était pas sur des vélos, mais sur les motos. C'était l'événement ce week-end. Le club accueillait l'élite du motocross pour une étape du championnat du monde de cette discipline. Et les Français, là aussi, ont brillé. Et il y avait beaucoup de monde. Les images de Rémi Poirot et d'Emilien Diaz parlent d'elles-mêmes. Regardez. Le circuit de la Verseine en effervescence ce week-end, vous le voyez, beaucoup de monde autour de moi, plus de 15 000 personnes attendues pour ces 2 jours de course. On vous emmène dans l'ambiance du Grand Prix de France de motocross. Franchement, c'est un spectacle magnifique, je suis à la maison et c'est un truc de fou, regardez, voilà, il est là. Voilà. Ah, c'est génial parce que ça rassemble tous les fans de motocross. Le tracé, il est incroyable avec ce dénivelé, terrain naturel, c'est vraiment beau. Alors vous le voyez, on a changé de décor, on est ici sur le paddock, c'est ici que toutes les meilleures équipes mondiales ont installé leur box. On s'est invité chez Yamaha, l'une des écuries françaises présentes sur ce Grand Prix. Venez avec moi, on va aller voir Bastien. Alors vous êtes mécanicien, c'est ça? Et vous travaillez sur la moto d'un de vos pilotes là, qui va bientôt s'élancer sur la grille de départ. Bonjour, ouais c'est ça, je travaille pour Thibaut Bénistan et nous notre boulot en gros c'est de monter la moto à ses exigences et de tout régler pour qu'il se sente le mieux possible. Et après c'est à lui de faire le reste du travail. De retour ici sur le circuit de la Verseine où ce week-end 230 pilotes vont s'affronter. En ce moment c'est la course de MX2 qui bat son plein avec la star, le pilote français Thibaut Bénistan venu en nombre avec ses supporters. On est venu, il y a quasiment 70 personnes du village de Châteauneuf-du-Pape pour l'accompagner et on se déplace sur pas mal de circuits. Bon, il est parti comment Thibaut là? Est-ce qu'il peut gagner selon vous? Oui, bien sûr qu'il va gagner. J'ai essayé de dépasser rapidement et de créer un petit écart avec les autres pilotes. Alors oui, je me suis senti vraiment très bien. Je voudrais remercier tout le monde.
Voilà, on termine cette journée sous le soleil. Les Français ont brillé, le public était au rendez-vous. On n'a pas beaucoup de doutes, le championnat du monde de motocross reviendra à Villars-sous-Écot. Autre événement qui a attiré beaucoup de monde à Besançon, la foire comtoise. Elle est en train de fermer ses portes en ce moment même et elle a d'ores et déjà battu un record historique de fréquentation depuis 2015. Plus de 150 000 visiteurs pour cette 95e édition. Et pendant que certains admiraient les animaux en enclos, d'autres les ont suivis à l'air pur aujourd'hui. Regardez ces images, un troupeau de chèvres et de brebis et des centaines de personnes. Mais de quoi s'agit-il ? C'était le troupeau municipal qui partait de son lieu d'hivernage pour regagner les prairies. Une forme de transhumance, version courte, 2 km en passant par la colline de Planoise. L'occasion de faire découvrir l'éco-pâturage, une pratique qui vise à protéger les espaces verts du désherbage mécanique. On a une 60aine de chèvres et une 50aine de brebis maintenant, plus 3 petits qui seront là. Donc une grande expérience pour elles aujourd'hui. Leur but c'est qu'elles nous occupent tous les espaces verts en fait, elles vont nous pâturer tout le site complètement. Donc là on va y rester jusqu'à fin mai je pense. Et après on va changer de colline, on va partir sur Rosemont, ensuite Chaudane et voilà. On va basculer comme ça de colline en colline tout l'été. Et dans le même temps, dans les hauteurs byzantines résonnaient des bruits d'épée. Charles de Batz de Castelmore, alias D'Artagnan, était à la citadelle pour le plaisir des enfants. Un peu d'Alexandre Dumas au pays de Victor Hugo. Reportage signé de nos 2 mousquetaires, Laurent Ducrozet et Éric Debief. C'est bien évidemment le lieu idéal pour les jeux de cap et d'épée. Moi, j'ai une épée à une main. Romain, lui, il a une épée qui correspond effectivement à la période de la citadelle. On appelle ça une rapière aussi. L'art de l'escrime, mais version d'Artagnan. Voilà ce que l'on propose chaque week-end de mai aux petits visiteurs de la citadelle. Marche et fente. Oui, très bien les filles. C'est compliqué de manier à la fois l'épée, d'avancer, de reculer. Ouais, c'était un tout petit peu compliqué. Tu t'en es bien sorti là en tout cas. Ouais. On a aussi appris à dévier la lame de l'adversaire. Et on a fait des combats. C'est un peu film, ils sont habillés comme les mousquetaires. Oui, c'est un peu comme au Moyen-Âge ou Renaissance. Les mousquetaires sont presque réels, des passionnés d'histoire qui savent capter l'attention des plus jeunes. Ce qui est intéressant, c'est de les accrocher avec de l'imaginaire. Ils viennent, je pense, pour certains, avec l'envie de vite toucher des épées, faire un peu les idiots. Et en fait, ils se rendent compte que, non, on est là pour apprendre des choses. Donc, on parle d'histoire, véritablement. Et puis, c'est un art martial. Et l'art, c'est un mot qui est pleinement adapté à ce qu'on fait. Combattez. Une initiation à l'escrime ancienne qui se déroulait dans la cour des cadets, un lieu où cet art était justement enseigné à la fin du XVIIe siècle. Voilà, François Civil et Vincent Cassel n'ont qu'à bien se tenir pour ceux qui ont vu le dernier d'Artagnan. Eux avaient pour seules armes leur voix, leur guitare ou leur platine. Le festival Rolling Stone s'est achevé hier soir. Plus de 5000 spectateurs réunis à Grès pour cette dernière soirée pour applaudir de nombreux artistes comme Kenji Girac. Et puis l'un des meilleurs DJ français de l'électro, The Avener, était présent aussi et il a mis l'ambiance. Et puis, autre ambiance la veille, ils étaient aussi très nombreux à venir écouter Benjamin Biolay avec la couleur violet. Avec. Une belle aventure, effectivement. 16 000 spectateurs sur 3 jours. À s'asseoir sur un banc 5 minutes avec vous. Place à banc public où l'on vous donne la parole, des rencontres impromptues, improvisées parfois sur les bancs d'un musée aujourd'hui, celui des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Florence Petit, Joey Gultleben et Stéphanie Chevalier. Qu'est-ce que vous ressentez toutes les deux à être assises comme ça sur un banc dans un musée? J'aurais pas expliqué, mais j'aime bien les musées, c'est... J'aurais pas expliqué, c'est... Comme ça, on peut s'asseoir et regarder l'œuvre qui est en face de nous. Comme ça, on peut bien l'admirer, au lieu de passer comme ça et ne pas la voir. Non, mais c'est une invitation à prendre le temps? Oui, je dirais ça comme ça. Et c'est pas si courant, finalement, de prendre le temps? Non.
Non, c'est pas... Non. Ouais. On prend pas souvent le temps. Le fait d'installer comme ça des bancs devant des œuvres, ça a du sens. Oui, parce qu'on peut s'asseoir sans être chassé par sa fatigue. Donc on peut être là et puis regarder, méditer. Oui, et contempler, oui, c'est contempler, vrai. Non, oui. moi, dans les musées, oui, souvent, je passe un bon moment devant une œuvre. Une œuvre, oui. Une œuvre, oui. Oui. On fait un peu tous les bons qu'on trouve. Oui, voilà. Pour mettre en commun nos réponses. etc. Alors, dans ce musée, vous êtes au travail ? Oui. On a un beau questionnaire à remplir. Et des photos à prendre. Est-ce que vous vous asseyez souvent sur ce banc ? Ça peut m'arriver parfois, mais quand il n'y a pas de visiteurs. C'est une œuvre qui est à Marrakech et pleine de couleurs, pleine d'histoires. Donc voilà, c'est une de mes préférées dans le musée. Là, je me vois déjà à Marrakech sur la place à déguster un cocktail. Cette impression hivernale, elle est intense grâce à ce... Et en fait, sur ce banc, on vient surtout regarder l'œuvre. L'esprit est libre pour la peinture. On est là et le banc nous favorise, nous aide encore à nous mettre hors du monde pour ne regarder que la peinture. Finalement, je pense que le banc devrait être indissociable du musée. Un musée sans banc, ça peut pas être un musée parce que je pense que dans le musée, il faut un certain temps. Voilà. Donc un certain banc, d'une certaine façon. Je pense. Restez avec nous sur France 3 dans un instant, votre 19-1 national qui reviendra sur cet accident de la route survenu près de Lille qui a fait 4 morts dont 3 jeunes policiers en service. Un recueillement était organisé aujourd'hui en fin de journée devant le commissariat de Roubaix. Et puis un réchauffement à plus de 4 degrés en 2100, c'est le scénario très sombre retenu par le gouvernement pour son futur plan d'adaptation climatique. Des pics de chaleur à 40 degrés de plus en plus fréquents, des inondations qui se multiplient. La France va devoir s'adapter. C'est la fin de ce journal régional. Merci de l'avoir suivi. Demain, dès midi, vous retrouverez Inès Taïeb. Je vous souhaite une excellente soirée en Franche-Comté. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur bfc.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.